Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Commençons tous les deux avec François Hollande ce matin à Salvagram. Nous allons faire un peu de politique et d'anticipation. Je voudrais qu'on écoute Arnaud Montebourg, parce que ça va lancer notre conversation. Voici ce qu'il vient de dire, d'empressement sur le chef de l'État. Je crois que le chef de l'État est en position objective d'empêchement. Il s'agit d'un rejet massif de la population, de nos compatriotes, qui, je crois, ont mesuré l'échec, et on ne peut pas bâtir ni une victoire, ni lever l'espoir sur des échecs. Voilà les propos d'Arnaud Montebourg. Alors, est-ce que nous sommes de pauvres airs, Éric? Oui, le nez sur l'actualité, ils n'en sortons pas. Et donc, nous considérons comme les sondages que le président de la République n'a plus aucune chance et doit, d'une certaine manière, à la fin de son mandat, disparaître de la vie politique. Ou est-ce que c'est Gisbert qui a un petit peu raison dans le point en disant qu'on est en train de revivre l'épisode Chirac-Balladur d'il y a un certain nombre d'années maintenant, puisque c'était en 1995, nous en souvenons tous. Alors moi, entre Parce que l'expérience joue un rôle dans ce domaine-là. Bien sûr, et Franz-Olivier Gisbert a de l'expérience dans ce domaine. Entre la parole de Montebourg, qui est une parole pipée, parce qu'effectivement, il faut quand même bien comprendre que si François Hollande va à la primaire, Montebourg en sortira. Il n'en sortira pas vainqueur. Parce que là, pareil, parce que c'est comme ça qu'il y a une sorte de conformisme qui fait que le président sortant, s'alignant dans une primaire, risque de gagner cette primaire. Je dis bien risque, parce que c'est sûrement pas une bonne nouvelle pour les socialistes s'il la gagne. Et d'autre part, ce que nous dit Gisbert, j'ai l'impression qu'effectivement, 95, c'est une bonne référence, simplement, à la différence. Chirac était très bas, oui. En effet, on s'en souvient, il y avait Balladur qui, avec Pasqua, s'agitait beaucoup. Il y a quand même une énorme différence institutionnelle, c'était que c'était pas le quinquennat. C'était pas le quinquennat, il n'y avait pas un bilan. Et puis le quinquennat. Il n'y avait pas un bilan. Je pense qu'on peut pas tout comparer, mais c'est vrai quand même que là, le problème de Hollande, c'est son bilan. C'est-à-dire que la crise du résultat chez les hommes politiques, et en particulier chez les dirigeants, elle lui saute à la figure aujourd'hui. Donc vous êtes plutôt Montebourg, enfin je veux dire, même bien avec les réserves que j'ai faites que Gisbert. Jean-Francis. Il y a effectivement un empêchement de fait aujourd'hui. Toutes les enquêtes d'opinion montrent un Hollande qui est complètement cramé, pour le dire de manière brutale. Il n'a aucun ressort possible dans l'opinion, ni la popularité, ni les intentions de vote. Et d'ailleurs, tout est en train de converger. C'est-à-dire qu'il a était pareil. Oui. Alors peut-être pas à ce niveau-là. Moi, je pense que la référence, parce que quand même, Gisbert est un romancier, et là, il nous fait une forme de roman politique, parce qu'il faut ressusciter Hollande pour remettre un peu de suspense dans cette campagne présidentielle. Mais la bonne comparaison, à mon avis, c'est pas 95, c'est 88, c'est-à-dire parce que toute la stratégie de François Hollande, c'est de refaire une stratégie mitterrandienne à la 1988. À cette différence près que, on est dans une situation, comme je le disais il y a quelques instants, de tripartisme qui est très installé. Sans cohabitation, ce qui a permis à François Mitterrand d'exploser Jacques Chirac en pleine cohabitation. Et puis qu'il n'y a plus ce qui avait considérablement facilité la réélection de Mitterrand en 1988, c'est que la France n'était pas dans cette crise identitaire profonde où elle est maintenant, et qu'il avait pu jouer sur les valeurs de la République face à une droite qui paraissait être en contradiction avec les valeurs de la société française. Aujourd'hui, c'est radicalement l'inverse. C'est-à-dire que c'est le discours que porte la droite qui paraît être beaucoup plus en phase avec ce que la société française attend. Donc, il n'y a plus cette peur de l'alternance à droite. Ouais, il faut quand même rappeler qu'en cohabitant avec Jacques Chirac, François Mitterrand n'avait quand même jamais perdu la main, même s'il l'a perdu après, puisqu'il était archi favori. Je crois que ça a même été la réélection la plus massive en termes de voix, je crois. Il n'a jamais été en position de perdre cette présidentielle donc de 88. Alors, question évidemment à tous les deux, vous êtes assez pessimiste pour François Hollande. Alors, vous qui connaissez bien Henri Herman, celui qui est à l'origine de la carrière d'Emmanuel Macron. Pas à l'origine, je pense qu'en tout cas, en effet, il le soutient depuis. Mais qui est-ce? Parce qu'on en a beaucoup parlé ici sur l'antenne de Radio Classique, mais vous le connaissez parce qu'il vous aide à fabriquer ce journal. Donc c'est quand même important de sortir ce matin cet homme de l'ombre. C'est un homme assez exceptionnel, il faut bien le dire, parce que il a, depuis ses jeunes années, ça a été il a plus de 90 ans. Oui, depuis ses toutes jeunes années, c'est un homme qui s'est engagé dans la presse et dans le débat d'idées, dans le combat d'idées. Il a jamais été marxiste, il a toujours été justement celui qui a incarné plus tard la deuxième gauche, la social-démocratie. Donc, jeune collaborateur de Mendes France, de Bloc Lenné, quand la France se reconstruit. Fortune faite dans l'installation des supermarchés. C'est pas vraiment les supermarchés, c'est ce qu'on appelle l'immobilier commercial. C'est un petit peu
c'est un petit peu différent. Et donc, il réussit dans ce domaine, mais surtout, c'est vraiment un homme d'idées, de progrès. C'est quelqu'un qui a un sens critique très aigu et qui a travaillé avec Beuve-Méry, qui a travaillé avec Ella Sauvageau. Donc, il a un passé une carrière dans le journalisme, d'éditorialiste, si vous voulez, de penseur. Mais alors, Macron, où est-ce qu'il est allé chercher Macron? Parce que Mendès, Rocard, Macron. Je pense que si vous voulez, la ligne d'Henri Hermont, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les idées progressistes, c'est-à-dire ne pas être dans le dogme. À une époque où on était souvent marxiste quand on était à gauche, il a toujours récusé ça. Associer le marché et le social. Ça, je crois que c'est vraiment ça. Vous venez de donner un triptyque qui est à la fois la grandeur de la pensée de la deuxième gauche et en même temps son échec perpétuel. Jusque-là, bien sûr, en tout cas, à prendre le pouvoir. Ouais. Et donc, d'après vous, qu'est-ce qui peut faire que Macron renverse la table? Si cette hypothèse est celle que vous retenez dans le contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire, contrairement à 88, puisqu'on reprend la conversation de tout à l'heure, aujourd'hui, il y a quand même un suspense assez colossal à tout niveau, partout. Moi, qui n'existait pas dans les principales. Je pense que notre tort collectif, c'est encore de regarder vers le passé. C'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est 88, est-ce que c'est 95 ? On est en 2016, on sera en 2017, et le monde n'est plus du tout le même. Ouais. Et donc je pense que la manière de faire la politique est différente. Moi, je suis assez fasciné de voir ce que fait Macron, non pas parce que je partage nécessairement ses idées, mais simplement de se dire, tiens, peut-être peut-on faire de la politique autrement. Vous souvenez-vous ce qu'on disait de Barre, de Balladur, ils n'avaient pas d'appareil politique, donc forcément ils étaient broyés dans le système de la 5e République. C'est ce qu'on dit à Macron, et c'est ce qu'on dit évidemment à Macron. C'est ce qu'a François Bayrou a dit hier chez nos confrères de RMC. Hein. Oui, en parlant en plus. Oui, et en parlant, j'ai trouvé de façon un peu basse, du côté, c'est la grande finance qui est derrière Macron, etc. Oui, Macron est à Londres aujourd'hui. C'est vrai que c'est un argument qui va prendre en plein... Non, mais oui, je ne dis pas que c'est un argument Roosevelt, mais c'est un argument qui va prendre dans la figure. Vous savez, c'est comme l'argument de Rothschild, c'est quand Pompidou a été chez Rothschild aussi. Enfin bref, il y a toujours ce côté, on essaye de donner un peu quelques boules puantes pour faire en sorte de dénigrer. Mais je pense que effectivement, c'est peut-être une autre manière de faire de la politique. Entre François Hollande et Emmanuel Macron, je sais que vous n'hésiterez pas une seule seconde, ça se voit à votre sourire. Bon, cher Jean-Francis Pécresse, mais est-ce que vous considérez qu'il a une chance par-delà les 15 ou 20% d'intention de vote, ce qui est déjà considérable en 3 ans? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que quand même, parce dans que Giscard, notre histoire politique, on n'a pas... Sarkozy, c'est 20 ans de carrière avant d'accéder à une popularité pareille. Même en quelques mois, je dirais, parce que quand même, enfin, lui, il était ministre depuis à peu près 2 ans maintenant. 2 ans et demi. C'est une percée considérable. Moi, je pense que avantage et obstacle. Ça lui donne beaucoup d'élan, évidemment. S'il était apparu dans les sondages au même niveau que François Hollande, la situation aurait pas été la même. Là, il va lever de l'argent à Londres. Le lendemain de cette enquête qui le donne à entre 15 et 16% d'intention de vote, ça va lui donner je trouve, un véritable élan de campagne. Après, je pense qu'il y a une vraie... si vous voulez, ce qui va beaucoup jouer pour lui, c'est que plus Hollande attend pour se déclarer, moins Hollande rend possible sa propre candidature. Pourquoi ? Parce que plus vont se multiplier ce type d'enquête, où on va voir Macron devant Hollande, et Hollande être en 3, en 4, voire en 5, plus au mois de décembre, être candidat avec une pression de l'opinion pareille va rendre impossible la candidature Hollande. Moi, je pense que plus Hollande attend, moins il se donne de chances, et plus ça rendra possible, plus ça va faire émerger les chances d'une candidature Macron. Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème entre Nicolas Sarkozy et les médias ? Vous, le journaliste d'expérience, qui a cette affaire de France 2 ce soir à la télévision. Oui, il y a toujours eu... Sarkozy a toujours eu ce don d'électriser les médias, c'est-à-dire à la fois de vouloir les séduire, et puis après un peu de les brimer quand ça se passait pas bien. Alors là, c'est mon expérience d'ancien patron du Monde qui est encore très vive dans mon esprit, d'intervention permanente, de discussions quand même qui étaient très très désagréables, et de menaces sur votre poste, de menaces sur ce qu'on pourrait faire si jamais vous continuez à faire des éditos comme ci ou comme ça. Donc je pense qu'il y a chez lui une capacité à montrer les dents aussi forte que celle de séduire. Et donc du coup, il a tellement créé ça au moment de son premier mandat qu'aujourd'hui il en reste quelque chose. Il reste effectivement cette envie de combat qu'il a lui face aux médias. Et puis ça fait partie aussi de la stratégie.
vous savez, quand on dit on a tout le monde contre soi, on passe comme pour une victime, et lui, il sait très bien jouer de ça. Il est victime de la justice, des médias, du lynchage, etc. Ne pas oublier ce que disait notre ami Jean-François Kahn il y a longtemps, hein, les médias lèchent, et puis après, ils lâchent, et puis ils finissent par lyncher. Je voudrais que vous apportiez un commentaire pour terminer sur cette phrase, justement, de Najat Vallaud-Belkacem dans l'Obs. Parce que finalement, sans partager forcément son point de vue, elle résume la question des Français à l'égard de l'islam. Et elle parle de Manuel Valls. Pour lui, l'essor de l'islam radical est le combat central. C'est ce que pensent beaucoup de Français aujourd'hui. Et ça leur pose un problème, non seulement avec les radicalisés, mais avec la religion dans son ensemble. Pour moi, c'est la société française qui est d'abord menée et minée par le repli identitaire, le ressentiment à l'égard des musulmans, en clair. Donc nous serions racistes. Alors, qui a raison ? Ceux qui pensent comme Valls ou ceux qui pensent comme Belkacem? Écoutez, dans ce dossier qu'on a fait sur les musulmans, dans le 1 cette semaine, j'ai demandé un texte à Patrick Simon, qui est un des responsables de l'INED et qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui les a objectivés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de fantasmes, de préjugés sur tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que bien avant les attentats, plus de 60% des Français considèrent que l'islam ne peut pas s'assimiler à la société, et qu'il mène un projet, plus de 70% qu'il mène un projet contre la République, contre la France. Ça, c'est avant les attentats. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, que aujourd'hui, quand on parle des musulmans en France, on mélange tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane, mais l'immense majorité est intégrée et veut s'intégrer. Et elle ne comprend pas que, justement, la société française ne veuille pas les intégrer. Donc c'est plutôt dans ce sens. Donc ce que dit Najat Vallaud-Belkacem est juste. Je ne mettrai pas le mot racisme. Il y a toujours eu, vous savez, nous, on a quand même ce passé de l'Algérie. Eh bien, il y avait des sujets, il y avait des citoyens, il y avait des sujets. Eh bien, c'est une histoire toujours des sujets. Toujours. C'est une histoire qui ne passe pas. Un mot pour conclure, parce que nous sommes arrivés au terme. Jean-Francis Pécresse, et vous êtes le directeur de cette rédaction, donc sensible. Sur ce sujet-là, ce que je veux dire, c'est que ce qui est extrêmement frappant, c'est vrai, ce qui est extrêmement frappant, c'est que la première génération de musulmans, elle s'est bien intégrée. La deuxième génération, elle était encore dans cette... Les darons, comme on disait. Et c'est cette troisième génération qui devrait, au fond, être la plus intégrée dans la société française, plus intégrée à nos us, coutumes, costumes, qui est la plus... Donc il y a effectivement ce mélange de sentiment de rejet de sa part une part de la société française, et puis cette imprégnation de la géopolitique qui évidemment joue sur cette partie de la population. Merci à tous les deux. Qui sont les musulmans de France ? Il est important de lire le 1, qui est un journal fabriqué comme une revue avec à la fois des articles factuels, des prises de position d'intellectuels, d'écrivains. Tahar Ben-Jelloun, je crois. Ben-Jelloun ici, et Alexis Génie aussi, voilà, sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Voilà, qui a obtenu le prix Goncourt il y a quelques années. Alexis Génie, qui est prof de littérature à Lyon, c'est ma mémoire est bonne. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, vous avez raison, car la musique arrive. N'oubliez pas que ce soir, il y a un magnifique concert Mozart, Barenboim et Bruckner à la Philharmonie de Paris, que nous allons le retransmettre.